Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du livre La défaite de l'Occident d'Emmanuel Todd qui a été publié en 2024. Commençons tout d'abord par la présentation de l'auteur. Emmanuel Todd est un historien, anthropologue, démographe et essayiste français contemporain, car il est né en 1951. Il s'est tout d'abord fait connaître en prédisant l'effondrement de l'Union soviétique dans son livre intitulé La chute finale, publié en 1976. Dans ce livre, il avait analysé le système soviétique à partir d'indices démographiques, comme la hausse de la mortalité infantile entre 1971 et 1974, puis la disparition de cette statistique dans les années ultérieures. Il s'était également basé sur la balance commerciale de l'URSS et même de la science-fiction soviétique. Emmanuel Todd est également connu pour ses livres sur les systèmes familiaux. Il a écrit notamment L'origine des systèmes familiaux avec un premier tome sur l'Eurasie en 2011 et le livre intitulé La troisième planète, structure familiale et système idéologique, publié plus tôt en 1983, dans lequel il parle des typologies des structures familiales et leurs liens avec notamment les mouvements idéologiques, les religions et l'alphabétisation. Concernant ses essais plus orientés géopolitiques, il avait écrit en 2002 le livre intitulé Après l'Empire, essai sur la décomposition du système américain. Dans cet ouvrage, il indiquait que l'objectif des États-Unis n'était plus de défendre un ordre démocratique et libéral, car son approvisionnement en biens divers et en capitaux devenait primordial. Le but stratégique fondamental des États-Unis était alors désormais le contrôle politique des ressources mondiales. Cependant, la puissance économique, militaire et idéologique déclinante des États-Unis ne leur permettait pas de maîtriser un monde devenu trop vaste, trop alphabétisé, trop démocratisé. Les États-Unis devaient alors trouver une solution, réelle ou fantasmatique, à leur angoissante dépendance économique. On pense notamment à l'explosion du déficit commercial de ce pays. Les États-Unis devaient rester alors au moins symboliquement au centre du monde et pour cela mettre en scène sa puissance. Cela expliquait le développement d'un militarisme théâtral comprenant 3 éléments essentiels qui ont été décrits dans ce livre. Tout d'abord, ne jamais résoudre définitivement un problème pour justifier l'action militaire indéfinie à l'échelle planétaire. Ensuite, se fixer sur des micro-puissances telles que l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba. Tout cela afin de retarder la prise de conscience des puissances majeures appelées à partager avec les États-Unis le contrôle de la planète. Enfin, développer des armes nouvelles, supposées mettre les États-Unis loin devant dans une course à l'armement qui ne doit jamais cesser. Cette stratégie faisait alors de l'Amérique un obstacle nouveau et inattendu à la paix du monde. Nous verrons que le livre La défaite de l'Occident est la suite de la chute finale et du livre Après l'Empire. Cela clôturera en quelque sorte une trilogie sur l'affrontement entre la Russie et les États-Unis. Quelle est la thèse du livre ? L'auteur va démontrer que la guerre actuelle en Ukraine a été un grand révélateur de l'état de l'Occident qui est en crise. Et cette crise est le moteur de l'histoire récente. Tout d'abord, il va préciser que la Russie n'est pas une menace pour l'Europe en raison de sa démographie. Ensuite, il va expliquer que l'Ukraine n'est pas un État-nation et que ce n'est pas une démocratie libérale, tout comme les pays occidentaux. En effet, selon l'auteur, la guerre actuelle n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais entre la Russie, qui est une démocratie autoritaire, contre l'Occident, qui est composé d'oligarchies libérales. L'auteur va ensuite préciser que les pays dits occidentaux sont en crise car ils sont entrés dans une phase dite zéro de leur religion chrétienne, mais aussi en raison de la nouvelle stratification sociale résultant de l'éducation de sa population qui va remettre en cause l'égalitarisme démocratique. Les pays occidentaux deviennent alors atomisés, contrôlés par une élite qui méprise le peuple. Dans cet Occident en déclin, l'Union européenne va se soumettre aux États-Unis et à l'OTAN et s'engager dans cette guerre au niveau économique afin de cacher l'échec du projet
européens. Quant aux États-Unis, ils sont le foyer de la crise mondiale, un pays dont la dépendance vis-à-vis des autres pays devient alarmante, avec une économie surévaluée, car son PIB, son produit intérieur brut, est composé en grande partie par des activités non productives. De plus, ces élites ne sont plus homogènes et guidées par une morale commune, en raison de la chute du protestantisme amenant au nihilisme et au déni de réalité. L'Occident va alors découvrir avec cette guerre qu'il est isolé internationalement, que le reste du monde a choisi la Russie, car il n'aime pas l'Occident qui semble devenir fou. Cette guerre d'Ukraine va clore un cycle débuté en 1990 avec l'effondrement du bloc de l'Est et la fin de la guerre froide. Ce cycle va aboutir à la défaite de l'Occident et à un rapprochement de la Russie et de l'Allemagne, ce qui était la hantise des États-Unis. Toutefois, il sera impossible de prédire les prochaines décisions des élites américaines, dont la pulsion première est le besoin de violence, couplé à un nihilisme du fait de l'état zéro de sa religion fondatrice. La présentation de l'auteur et de la thèse du livre étant terminée, nous commençons par l'introduction du livre. L'auteur commence son introduction en indiquant que dès le 3 mars 2022, c'est-à-dire une semaine après le début de la guerre, John Mearsheimer, professeur de géopolitique à l'université de Chicago, présentait une analyse des événements dans une vidéo qui avait fait le tour du monde. Mearsheimer indiquait que la Russie gagnerait la guerre parce que l'Ukraine était pour elle une question existentielle, alors que cela n'était pas le cas pour les États-Unis. L'enjeu étant essentiel pour les uns mais pas pour les autres, la Russie l'emporterait. La guerre deviendra alors, selon l'auteur, un test de réalité, qui fait passer de l'autre côté du miroir un monde où l'idéologie, les statistiques, les manquements des médias et les mensonges des États perdent progressivement leur pouvoir. Une vérité simple apparaîtra, la crise occidentale est le moteur de l'histoire que nous vivons. Certains le savaient, au terme de la guerre d'Ukraine, personne ne pourra plus le nier. L'auteur finit cette introduction en indiquant que cette guerre n'est pas une guerre de haute intensité. Il précise que les journalistes occidentaux nous disent qu'il s'agit d'une guerre de haute intensité entre deux nations pleinement engagées, alors que cela est doublement faux. C'est faux pour la Russie de Poutine, qui n'a envoyé que 120 000 hommes en Ukraine au moment où l'auteur écrit ce livre. Et malgré la mobilisation de 300 000 réservistes, la Russie s'efforce de poursuivre ce qu'elle appelle une opération militaire spéciale, en restant au niveau d'une guerre de type colonial. C'est pour ce motif que Poutine a surutilisé Wagner et a recouru aux Tchétchènes. C'est également faux concernant l'Ukraine. À l'été 2022, les effectifs ukrainiens officiels étaient de 700 000 hommes. Par comparaison, en août 1914, avec la même population enrôlable de 12 millions d'hommes en France âgés de 15 à 60 ans, la France avait levé 2 millions d'hommes. Nous passons désormais au premier chapitre du livre, intitulé « La stabilité russe ». L'auteur commence ce chapitre en indiquant que la solidité de la Russie a été l'une des grandes surprises de la guerre. Or, elle n'aurait pas dû l'être. Il était facile de la prévoir, il sera facile de l'expliquer. La Russie est désormais un pays stabilisé, preuve en est par les statistiques. Ainsi, entre 2000 et 2017, la phase centrale de la stabilisation poutinienne, le taux de décès par alcoolisme est tombé en Russie de 25,6 pour 100 000 habitants à 8,4. Quant au taux de suicide, il est passé de 39,1 à 13,8 pour 100 000 habitants, le taux d'homicide de 28,2 à 6,2 et même à 4,7 en 2020 pour 100 000 habitants, soit 6 fois moins depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Concernant la mortalité infantile annuelle, elle est tombée de 19 pour 1000 enfants nés vivants en 2000 à 4,4 en 2020, passant en dessous du taux américain de 5,4. L'auteur précise que la mortalité infantile, parce qu'elle reflète l'état profond d'une société, est sans doute en elle-même un meilleur indicateur de la corruption.
réels que les indicateurs fabriqués selon on ne sait trop quels critères. Les pays ayant la mortalité infantile la plus basse sont ceux dont nous pouvons vérifier qu'ils sont aussi les moins corrompus. Ce sont notamment les pays scandinaves et le Japon. Revenons maintenant aux statistiques. Le plus spectaculaire concerne l'agriculture. L'auteur indique que la Russie est parvenue en l'espace de quelques années non seulement à atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais à devenir l'un des plus importants exportateurs de produits agricoles au monde, et même à devenir un exportateur net de produits agricoles en 2020 pour la première fois de son histoire récente. L'auteur va parler ensuite des points forts de la Russie. Tout d'abord, ce pays est le deuxième exportateur d'armes au monde. Et ça, ce n'est pas forcément très surprenant. Ce qui est une surprise, par contre, c'est le récent statut de premier exportateur de centrales nucléaires au monde, laissant la France loin derrière. Rosatom, l'entreprise d'État chargée du secteur, avait en 2021 35 réacteurs en construction à l'étranger, notamment en Chine, en Inde, en Turquie et en Hongrie. Un autre point fort est que la Russie peut s'appuyer sur des champions nationaux présents dans tous les segments de l'Internet russe, aussi appelé le Runet, afin de rester autonome et de proposer des solutions alternatives aux internautes russes. Enfin, l'auteur parle du taux d'ingénieurs parmi les étudiants en études supérieures en Russie. Cette proportion est de 23,4% en Russie contre 7,2% aux États-Unis. Par comparaison avec le reste du monde, au Japon, cette proportion est de 18,5% d'étudiants ingénieurs, en Allemagne 24,2% et en France 14,1%. Dès lors, malgré l'écart de population entre la Russie et les États-Unis, la Russie parvient à former nettement plus d'ingénieurs. Les États-Unis doivent alors en importer. À ces points forts s'ajoute une autonomie de plus en plus importante vis-à-vis de l'Occident. En effet, dès 2014, la Banque centrale russe a mis sur pied le système de messagerie financière russe, SPSF. En avril 2015 a été lancé le système national des cartes de paiement, NSPK, qui garantit le fonctionnement des cartes délivrées des banques russes sur le territoire national, même en cas de sanctions occidentales. Dans le même temps, la Banque centrale russe a créé le système de paiement par carte. L'auteur indique alors que chaque régime de sanctions de l'Occident envers la Russie a amené ce pays à effectuer des reconversions économiques en chaîne et à reprendre son autonomie par rapport au marché occidental. L'auteur va ensuite faire une précision importante sur le régime de Poutine. Il en parle comme un phénomène compréhensible qui s'inscrit dans la continuité d'une histoire générale de la Russie en présentant des traits spécifiques. L'auteur définit le régime de Poutine comme une démocratie autoritaire, en affectant à chacun de ces deux termes, démocratie et autoritaire, des poids équivalents. Démocratie tout d'abord parce que même si les élections sont un peu trafiquées, les sondages montrent que le soutien au régime est sans faille, en période de guerre comme en période de paix. Concernant l'aspect autoritaire, il n'est pas clairement contestable car la Russie ne répond pas aux critères essentiels de démocratie libérale avec le respect des droits des minorités. L'auteur ajoute ensuite que le régime Poutine est en rupture radicale avec l'autoritarisme de type soviétique. Il y a tout d'abord un attachement viscéral à l'économie de marché, malgré un rôle central de l'État. Par ailleurs, Poutine porte une attention extrême aux revendications ouvrières et recherche sans cesse à affermir le soutien de son régime dans les milieux populaires. Il y a aussi l'attachement indéfectible de Poutine à la libre circulation, la liberté de circulation plus particulièrement, avec les Russes qui ont le droit de sortir du pays. Ils conservent ce droit même en temps de guerre. Enfin, selon l'auteur, dans
le régime de Poutine, il y a une absence complète d'antisémitisme. L'auteur va ensuite expliquer qu'il y a des différences de fond entre la Russie et l'Occident. Il subsiste en Russie suffisamment de valeurs communautaires, c'est-à-dire autoritaires et égalitaires, pour qu'y survive l'idéal d'une nation compacte et que réapparaisse une forme particulière de patriotisme. Les différences de fond qui existent entre la Russie et l'Occident sont ancrées dans un fond anthropologique singulier qui est l'un des éléments d'explication de la solidité de la Russie face à l'Occident. Je cite l'auteur. « Nous devons aussi comprendre que ce qui fait la solidité de la Russie, ce qui lui a permis de préserver sa souveraineté dans un système mondialisé, c'est sa capacité spontanée à empêcher le développement d'un individualisme absolu. Le système Poutine est donc stable parce qu'il est le produit de l'histoire de la Russie et non l'œuvre d'un homme. » L'auteur va ensuite parler d'un point faible fondamental de la Russie, et c'est sa démographie. En 2021, si ce pays comptait 146 millions d'habitants, selon les projections de l'ONU, les Russes ne seront plus que 126 millions en 2050. La Russie est entrée dans une phase de contraction de sa population masculine, potentiellement mobilisable, représentant 40% de ses groupes d'âge. Ce problème démographique explique la stratégie de la Russie dans la guerre. Sous Staline, l'homme était abondant. La Russie, qui était en expansion démographique, pouvait donc sacrifier des hommes par millions. Alors que la doctrine militaire russe actuelle, au contraire, découle du constat que l'homme est devenu rare. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie est en train de faire une guerre avec uniquement 120 000 soldats. Contrairement à ce qu'on a pu entendre selon l'auteur, l'armée russe a choisi de faire une guerre lente pour économiser des hommes, ce qui explique le rôle important joué par le régiment tchétchène et la milice Wagner dans les premières étapes du conflit. La priorité des Russes n'est pas de s'emparer d'un maximum de territoire, mais de perdre un minimum d'hommes. Les dirigeants russes savent le rythme de la contraction démographique et de leur point de vue, le conflit doit être réglé en 5 ans. Après arriveront des classes très creuses et la mobilisation militaire et civile deviendra difficile. Les Russes doivent donc battre les Ukrainiens dans un délai limité. La Russie n'est donc pas une menace pour l'Europe. C'est la raison pour laquelle évoquer une Russie conquérante selon l'auteur, qui serait capable d'envahir l'Europe après qu'elle aura battu l'Ukraine, relève du fantasme ou de la propagande. Loin de vouloir de nouveaux territoires, la Russie se demande surtout comment elle va continuer d'occuper ce qu'elle possède déjà. Depuis la chute de l'URSS et de sa désintégration, les Russes savent que face à l'OTAN, dont la population en 2023 était de 887 millions d'habitants, ils ne font plus le poids. Nous passons désormais au chapitre 2, intitulé « L'énigme ukrainienne ». L'auteur commence ce chapitre en indiquant tout d'abord que l'Ukraine n'est pas la Russie. En effet, selon l'auteur, la famille ukrainienne se distinguait à la fin du XIXe siècle clairement de la famille russe par son individualisme et un statut plus élevé des femmes. Ensuite, et c'est un point très important, l'Ukraine n'a jamais été ce qu'on appelle un État-nation selon l'auteur. C'est ce pays qui, dans la panique que causa la liquidation de l'URSS par la Russie elle-même, décida par référendum en 1991 d'être indépendant. Toutefois, c'est un État failli, un failed state selon l'auteur. Et c'est pourquoi les Américains et les Russes ont été surpris par la résistance de l'Ukraine lors de cette guerre. Quels sont les éléments qui prouvent que c'est un État failli ? Alors, tout d'abord, la population de l'Ukraine est passée de 52 millions d'habitants en 1991 à 41 millions en 2021, soit une chute de plus de 20% de sa population. Ensuite, l'auteur rappelle que la corruption des oligarques dans ce pays est très élevée
Et un autre indicateur très important de la décomposition sociale est le fait qu'il y ait la GPA, la gestation pour autrui, qui est pratiquée à but lucratif. À la veille de la guerre d'Ukraine, ce pays était devenu un Eldorado de la GPA et représentait 25% du marché mondial grâce à des tarifs concurrentiels. Ensuite, l'auteur précise pourquoi l'Ukraine n'est pas un État-nation. Selon lui, pour qu'un État soit défini comme un État-nation, il faut qu'il y ait une culture et aussi le plus souvent une langue commune. Sont aussi indispensables des classes moyennes qui sont concentrées dans des villes. Le réseau urbain et les classes moyennes qui le peuplent constituent l'armature humaine de l'État, son système physiologique. Or, selon l'auteur, les classes moyennes avaient fait défaut à l'Ukraine. Ce pays était sous-urbanisé jusqu'à l'industrialisation soviétique. De plus, selon l'auteur, et c'était un point très important, il existait en Ukraine une partie ukrainophone, à l'ouest du pays. Et c'était la seule partie qui était susceptible a priori de défendre un projet d'État-nation, car c'était la partie la plus nationaliste. A contrario, à l'est du pays, donc la partie russophone et russophile, les classes moyennes étaient plus nombreuses, mais elles étaient trop russophiles, selon l'auteur, pour penser et agir au nom d'un État-nation ukrainien. Ensuite, l'auteur indique que les classes moyennes, de toute façon, à l'Est, avaient émigré vers la Russie. L'auteur développe ensuite la division géographique du pays en 3 parties distinctes. La partie la plus occidentale, la plus à l'ouest, est l'Ukraine qui est dite ultra-nationaliste. C'est une Ukraine assez rurale et de famille nucléaire très nette. Les traditions religieuses dans cette partie de l'Ukraine sont gréco-catholiques et c'est un foyer traditionnel du nationalisme. Et le pôle urbain principal est la ville de Lviv. Ensuite, il y a l'Ukraine centrale qui est l'Ukraine anarchique, car c'est là où se sont déroulées la révolution orange puis la révolte de Maïdan. Donc dans cette partie de l'Ukraine, cela inclut la capitale, Kiev. La religion de cette partie de l'Ukraine est la religion orthodoxe et les familles sont de type nucléaire assorties d'une parenté patrilinéaire faible de tempérament plus individualiste. Enfin, la dernière partie est l'Ukraine du sud et de l'est. Donc c'est la partie russophile et russophone. Mais le problème de cette partie de l'Ukraine est que les classes moyennes ont déserté. L'Ukraine n'est pas seulement un État en faillite et un État où la corruption est très importante, c'est également un État pluriel de composition ethno-linguistique complexe et problématique. Or, à partir de 2014, avec la crise de Maïdan, la part russophone du pays a disparu subitement de l'échiquier politique. Et c'est une Ukraine homogène qui est apparue. Et donc, selon l'auteur, la crise de Maïdan a précipité une rupture et a donné naissance à la nation ukrainienne. En effet, selon lui, les élections de 2014 ont montré que la participation s'était effondrée dans les régions russophones. Et donc cela marquait le moment où ces régions de l'est du pays disparurent du système politique ukrainien. Cela a montré la fin de la démocratie ukrainienne qui, selon l'auteur, n'avait jamais vraiment fonctionné. C'est donc à la vraie naissance de la nation ukrainienne que l'on assista en 2014 par l'alliance de l'ultranationalisme de l'ouest du pays et de l'anarcho-militarisme du centre du pays contre la partie russophile, très affaiblie par la fuite de ses élites. Et c'est cette nation ukrainienne nouvelle et concentrée qui a résisté efficacement à l'attaque des Russes. Cela explique la surprise internationale d'une résistance ukrainienne qui n'était pas attendue. Et selon l'auteur, il justifie son analyse en disant qu'il suffit de regarder la géographie de l'invasion du pays. L'avancée russe dans la région du sud
jusqu'à Kherson a été facile, alors que vers Kiev, elle s'est heurtée à une résistance très forte. L'auteur précise toutefois que si la nation ukrainienne a pu naître à partir de 2014, l'État ukrainien n'est quant à lui pas présent. Il indique que les événements, donc la guerre et aussi la crise de Maïdan en 2014, ont favorisé la montée d'une structure centralisée qui n'est pas un État à proprement parler, mais une organisation militaro-policière financée par Washington. En plus de cela, le budget de l'Ukraine ne dépend plus de l'impôt, mais des subsides occidentaux. Son État est alors en lévitation. Pour rappel, le consentement à l'impôt est constitutif de la démocratie libérale. Dès lors, l'Ukraine n'est donc pas, selon l'auteur, une démocratie libérale. Avec l'apparition de la nation ukrainienne va également apparaître sa nouvelle raison d'être. Donc, selon l'auteur, dans une société ukrainienne en mal d'équilibre, le ressentiment contre la Russie est finalement devenu un guide, un horizon et même un élément de structuration sociale. En effet, si la reconstruction économique n'est pas possible, la guerre financée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait devenir une raison de vivre de l'Ukraine, un moyen aussi. C'est donc bien la russophobie qui devient la nouvelle raison d'être de la nation ukrainienne et non pas le néonazisme. En effet, selon l'auteur, il s'agit en Ukraine d'un pseudo-néonazisme porté par des analphabètes en histoire qui reprennent des symboles, sans être réellement des antisémites sérieux. Or, selon l'auteur, le nazisme sans l'antisémitisme, cela n'existe pas. L'auteur termine ce deuxième chapitre en indiquant que le besoin de conflit en Ukraine révèle l'incapacité du pays à se séparer de la Russie. Il s'agit d'un attachement ukrainien pathologique à la Russie. Cette incapacité de l'Ukraine et des élites ukrainiennes à se séparer de la Russie va entraîner une forme de suicide par étape du pays et sera délétère à long terme pour la nouvelle nation ukrainienne. Je cite l'auteur. Choisir l'association économique avec l'Union européenne pour Kiev, c'était, j'y insiste, condamner l'industrie ukrainienne si liée à la Russie à péricliter et ramener l'Ukraine à sa spécialisation agricole du XIXe siècle. La décision a été prise, l'objectif atteint, mais contre l'intérêt à long terme d'un éventuel État-nation ukrainien. Nous passons désormais au troisième chapitre du livre, intitulé « En Europe orientale, une russophobie post-moderne ». L'auteur montre tout d'abord que l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est ont été sur des trajectoires historiques qui étaient distinctes, complémentaires mais opposées. Par exemple, concernant le décollage économique, il y a eu lieu en Europe de l'Ouest dès le Moyen-Âge central, donc au XIIe et XIIIe siècle, et affecta en profondeur l'évolution de l'Europe de l'Est, mais pour en faire une zone dépendante et dominée. Et donc, ce que montre l'histoire, selon l'auteur, n'est pas l'appartenance commune des Europes de l'Est et de l'Ouest à un même processus d'émancipation, mais une complémentarité dans le développement antagonique de la liberté à l'Ouest et du servage à l'Est. Au fond, selon l'auteur, l'Europe de l'Est était notre premier tiers-monde. L'auteur précise ensuite que c'est l'URSS qui a créé les classes moyennes en Europe de l'Est et en Ukraine. En effet, à la fin de la Première Guerre mondiale, le trait social fondamental de cette Europe orientale était, selon l'auteur, le sous-développement des classes moyennes, ce qui expliquait l'échec entre les deux guerres de la démocratie libérale. La Tchécoslovaquie était ici l'exception qui confirmait la règle. Mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
quand l'URSS édifia son glacis protecteur et fabriqua les démocraties populaires, elle abolit une démocratie qui, sauf en Tchécoslovaquie, n'avait jamais existé. Et cette mise sous tutelle déclencha dans toute l'Europe de l'Est un décollage éducatif, car l'idéologie communiste a en effet en commun avec le protestantisme l'obsession de l'éducation. Les classes moyennes en Europe de l'Est doivent donc leur existence au système méritocratique communiste et à la prise en main de leur société par les Russes durant 55 ans. Dès lors, se réintégrer à l'Europe de l'Ouest est un retour en arrière pour l'Europe de l'Est. Selon l'auteur, la réintégration des démocraties populaires d'Europe de l'Est dans l'espace occidental a fait retrouver leur statut de périphérie dominée, spécialisée dans les activités économiques les plus ingrates. Et l'explosion de la russophobie, concomitante à la volonté d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN, loin d'exprimer une véritable proximité avec l'Occident, revient à nier la réalité historique et sociale. Je cite l'auteur. La réalité est que tous ces pays, malgré leur diversité, sont dominés par des classes moyennes fabriquées par le communisme et qui, une fois libérés, ont mis leur prolétariat au service du capitalisme occidental. Nous passons au 4e chapitre du livre intitulé « Qu'est-ce que l'Occident ?» L'auteur va tout d'abord définir ce qu'est l'Occident. Si nous prenons une définition étroite, en prenant comme critère d'inclusion la participation à la révolution libérale et démocratique, font alors partie de l'Occident, l'Angleterre, les États-Unis et la France. Si nous prenons une définition plus large, en prenant en compte le décollage éducatif et le développement économique, font alors partie de l'Occident, l'Angleterre, les États-Unis, la France, ainsi que l'Allemagne et le Japon au sens des grands pays. L'Occident, pris au sens large, n'est donc pas historiquement libéral, puisqu'il a engendré également le fascisme italien, le nazisme allemand et le militarisme japonais. Donc, selon l'auteur, la définition large de l'Occident qui inclut l'Allemagne rend l'idée d'une opposition radicale avec la Russie pour le moins curieuse. On a plutôt l'impression d'un cousinage, d'une complicité historique partielle, notamment dans l'enfantement du totalitarisme, avec la famille souche en Allemagne permettant le nazisme et la famille communautaire en Russie permettant le communisme. Dans la suite de ce chapitre, l'auteur va développer sa thèse qui est importante, selon laquelle le protestantisme a été la matrice du décollage de l'Occident. Il reprend ici la thèse de Max Weber, et l'auteur poursuit en indiquant que la mort du protestantisme dans l'Occident est aujourd'hui la cause de la désintégration de celui-ci, et plus prosaïquement de sa défaite. Je cite l'auteur. Le protestantisme se trouve donc doublement au cœur de l'histoire de l'Occident, pour le meilleur avec l'essor éducatif, puis économique, et pour le pire avec l'idée que les hommes sont inégaux. Il a aussi été le premier moteur du développement des États-nations. Il faut préciser que, selon l'auteur, le protestantisme a permis l'essor économique en Occident, car il a alphabétisé les populations, car les fidèles, dans la religion protestante, doivent accéder directement aux Écritures saintes. Or, une population alphabétisée est capable de développement technologique et économique. L'auteur va développer cette thèse qui est centrale dans le livre, qui est l'évolution de la religion en Occident, qui est passée d'un état actif à un état zombie, puis à un état zéro. Au stade actif, l'assistance au service dominical est forte. Au stade zombie, le deuxième stade, la pratique dominicale a disparu, mais les 3 rites de passage qui accompagnent les individus, donc la naissance, le mariage et la mort,
reste encadrée par l'héritage chrétien. Une population chrétienne zombie ne va plus à la messe, mais continue majoritairement de faire baptiser ses enfants. Enfin, une société chrétienne zombie continuera de refuser l'incinération qui était rejetée par l'Église. La phase zombie de la religion chrétienne est apparue selon l'auteur entre les 18e et 20e siècles, période à laquelle apparaissent des croyances de substitution, généralement des idéologies politiques fortes qui organisent et structurent les individus. La phase zombie est donc aussi la phase de sécularisation dans laquelle l'essentiel des mœurs et des valeurs de la religion disparaissent, mais où subsiste notamment une attitude et une action collective. L'État-nation, souvent férocement nationaliste, est typiquement la manifestation d'un État zombie de la religion selon l'auteur. Après le stade zombie, apparaît le stade chrétien zéro. Il se caractérise par la disparition du baptême et un essor massif de l'incinération. Nous vivons actuellement tout cela. Enfin, il y a le mariage. Le mariage civil de la période zombie garde dans ses obligations et dans son rapport à la procréation les traits essentiels du mariage chrétien. L'anthropologue a donc, selon l'auteur, la chance de disposer d'une date officielle de la disparition de la forme chrétienne du mariage, c'est celle de l'instauration du mariage pour tous, qui a été autorisée en 2013 en France. Dès lors, un état zéro de la religion, c'est à ce moment-là que l'État-nation, selon l'auteur, se désintègre et que la globalisation triomphe dans des sociétés atomisées où l'on ne peut même plus concevoir que l'État puisse agir efficacement. L'auteur termine ce développement en indiquant que la durée du processus de toutes ces étapes de phase active, phase zombie et phase zéro montre à quel point il implique en son sein que cette évolution n'est pas réversible. En plus de la mort du protestantisme, le déclin de l'Occident va aussi être engendré par la crise des démocraties. Selon l'auteur, le sentiment d'une égalité démocratique de base semble, en ce début du 3e millénaire, tari. En effet, le développement de l'éducation supérieure a fini par donner à 30 ou 40% d'une génération le sentiment d'être vraiment supérieure. La démocratie occidentale est alors minée par un mal qui va en s'aggravant. Ce mal met face à face deux grandes catégories idéologiques et mentales, l'élitisme et le populisme. Les élites dénoncent une dérive des peuples vers la droite xénophobe et les peuples soupçonnent les élites de sombrer dans un globalisme délirant. Dès lors, si le peuple et les élites ne sont plus d'accord pour fonctionner ensemble, la notion de démocratie représentative n'a plus de sens. Et le complotisme se répand en raison de la méfiance sociale. L'auteur précise ensuite que l'idéal démocratique avait pour but un rapprochement des conditions sociales. Or, ces dernières décennies en Occident, nous avons assisté au contraire à une montée des inégalités. L'auteur ici rappelle ce qu'il avait écrit dans son livre « Après l'Empire », dans lequel il écrivait que les systèmes politiques au sein desquels s'affrontent élitisme et populisme, où subsiste le suffrage universel, mais dans lequel les élites de droite et de gauche sont d'accord pour interdire toute réorientation de la politique économique qui conduirait à une réduction des inégalités. Au-delà de l'opposition entre le populisme et l'élitisme, l'auteur précise que l'on peut saisir un phénomène d'atomisation sociale, de pulvérisation des identités qui touche tous les niveaux de la société. En raison de la mort de la religion chrétienne en Occident et du déclin de la démocratie, cela va changer notre vision, ou cela doit changer notre vision de la guerre selon l'auteur.
En effet, celle-ci n'oppose pas les démocraties occidentales à une dictature de la Russie, mais oppose une démocratie autoritaire, donc la Russie, comme l'auteur en a parlé précédemment, aux oligarchies occidentales, car le dysfonctionnement de la représentation majoritaire interdit, selon l'auteur, que l'on conserve le terme de démocratie. Toutefois, l'Occident reste libéral, car la protection des minorités est devenue l'obsession de l'Occident, tout en précisant que la minorité la mieux protégée en Occident est assurément celle des riches. L'auteur termine ce chapitre en indiquant que les oligarchies libérales qui constituent l'Occident vont être affaiblies face à la Russie en raison de l'état religieux zéro de leur société. Car cet état zéro de la religion en Occident a fait disparaître le sentiment d'appartenance nationale, mais aussi l'éthique du travail et la notion de moralité sociale contraignante, et également la capacité de sacrifice pour la collectivité. Et en raison de toute cette absence, cela engendre une fragilité de l'Occident dans la guerre face à la Russie. Et selon l'auteur, en raison de l'absence de surmoi du fait de l'état religieux zéro, l'Occident deviendra en bout de course nihiliste. Nous passons au chapitre 5, intitulé « Le suicide assisté de l'Europe ». L'auteur commence tout d'abord en indiquant que la déconnexion de nos élites occidentales est telle que ces dernières pensaient qu'en infligeant des sanctions économiques à la Russie, cela arrêterait la guerre. Or, la conséquence a été l'inverse. Ces sanctions ont rendu la guerre mondiale. Je cite l'auteur. « Soumettre à un blocus un pays de 17 millions de kilomètres carrés qui chevauche l'Europe et l'Asie entre la Pologne et la Chine transforma d'un coup la modeste opération militaire spéciale lancée par les Russes pour obtenir une rectification de frontières et empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en Troisième Guerre mondiale. Seule une puissance militaire mondiale, les États-Unis, pouvait du côté occidental mener une guerre mondiale. Les sanctions signaient donc en elles-mêmes la fin de l'Europe. Selon l'auteur, cette fin de l'Europe est voulue par nos élites européennes. Il s'agit d'un suicide de l'Union européenne. Alors tout d'abord, c'est un suicide économique. L'auteur précise que l'Europe se trouve engagée dans une guerre qui est contraire à ses intérêts. Et ce caractère autodestructeur des sanctions européennes s'est traduit par une hausse massive de l'inflation, qui n'a pas eu de contrepartie en Russie selon l'auteur et qui a été moindre aux États-Unis. À cela s'ajoute la hausse des coûts de l'énergie qui menace ce qu'il reste d'industrie en Europe. Et cela confirme selon l'auteur l'hypothèse du suicide. Enfin, le solde commercial de la zone européenne est passé d'une valeur positive de 116 milliards en 2021 à une valeur négative de 400 milliards en 2022. L'auteur rappelle aussi que l'Union européenne n'est pas menacée par la Russie. Donc, je cite l'auteur, « La Russie, rappelons-le, ne fait peser aucune menace sur l'Europe occidentale. Puissance conservatrice, elle souhaite nouer un partenariat économique avec l'Europe, en particulier avec l'Allemagne. La Russie sait ne pas avoir les moyens démographiques et militaires d'une expansion vers l'Ouest. La lenteur de son action en Ukraine le démontre. » Mais alors, la question se pose. Pourquoi les Européens, et notamment ceux d'Europe des 6 pays initiaux, sont en l'absence de menaces engagés dans une guerre si contraire à leurs intérêts? L'auteur a une réponse à cette question. Je cite, « Quelque chose a poussé l'Union européenne. Tout n'est pas de la faute des États-Unis. Ce quelque chose, c'est sa propre implosion. Le projet européen est mort. »
un sentiment de vide sociologique et historique a envahi nos élites et nos classes moyennes. Dans ce contexte, l'attaque russe contre l'Ukraine a fait presque figure d'aubaine. L'auteur poursuit en écrivant, je cite, « L'Union est une usine à gaz ingérable et littéralement irréparable. Ses institutions tournent à vide. Sa monnaie unique a entraîné des déséquilibres internes irréversibles. Sa réaction à la menace Poutine ne manifeste pas forcément un effort pour se ressaisir, mais peut-être à l'opposé une pulsion suicidaire. Elle exprimerait l'espoir inavouable que cette guerre sans fin fasse en définitive tout exploser. » En plus d'un échec du projet européen, l'Union européenne va se retrouver d'autant plus soumise aux États-Unis et à l'OTAN du fait de cette guerre. Selon l'auteur, l'axe Berlin-Paris a été supplanté par un axe Londres-Varsovie-Kiev, piloté par Washington et renforcé par les pays scandinaves et baltes qui sont devenus des satellites directs de la Maison-Blanche. L'auteur va prendre l'exemple des élites allemandes. Selon lui, ces dernières ont refusé de défendre dans l'immédiat les intérêts de leur pays les uns après les autres. Tout d'abord, les intérêts énergétiques, mais aussi économiques dans le cas des rapports avec la Russie. En plus, les Allemands sont aussi sur le point de laisser se gâter leur relation avec la Chine, selon l'auteur, qui est un pays essentiel à leur économie. Selon l'auteur, on a donc, je cite, l'impression d'observer en inaction plutôt, la classe dirigeante d'une société souche naine secondaire qui refuse l'autonomie et qui aspire à la soumission. Mais, et c'est un point important, selon l'auteur, le refus des élites allemandes de devenir l'oligarchie supérieure du continent n'explique pas tout. L'auteur rappelle que les démocraties occidentales ne sont pas des démocraties mais des oligarchies. Et dans un système oligarchique économique, autant que politique, la richesse s'accumule en haut de la structure sociale. Et cette richesse doit bien aller quelque part. Elle va aller dans les paradis fiscaux. L'auteur dit que l'un des effets de la crise de 2007-2008, donc la crise des subprimes, a été que les gens qui avaient vraiment de l'argent ont perdu confiance dans la monnaie unique européenne. Et l'euro a vu sa valeur s'éroder de 25% par rapport à celle du dollar. Dès lors, les vrais riches ont préféré thésauriser en dollars plutôt qu'en euros. Il sera ensuite dans le livre cité le livre de Gabriel Zucman, qui est écrit en 2017, « La richesse cachée des nations », enquête sur les paradis fiscaux. Et Gabriel Zucman estime que 11% du patrimoine financier des ménages européens sont placés dans des paradis fiscaux. Zucman va aussi montrer dans son livre qu'à partir des années 1980, le placement en Suisse de l'argent des riches européens stagne, puis diminue légèrement, tandis qu'il s'envole dans les paradis fiscaux du reste du monde. Ceux-ci sont sous l'œil des Américains. Dès lors, selon l'auteur, si 60% de l'argent des riches européens fructifie sous l'œil bienveillant d'autorités supérieures situées aux États-Unis, on peut considérer que les classes supérieures européennes ont perdu leur autonomie mentale et stratégique. Mais le pire, leur surveillance par la NSA restait à venir. Je vais citer une phrase du livre, et c'est vraiment une phrase terrible. Je cite, « Si les citoyens d'Europe et notamment de France ne savent pas où est l'argent de leurs dirigeants, la NSA, elle, le sait, et ses dirigeants savent qu'elle le sait. » L'auteur poursuit en écrivant « Mais il suffit que les élites européennes croient en son pouvoir et se sentent surveillées pour se montrer très prudentes dans leur rapport avec le maître américain. » Cette emprise des États-Unis sur l'Europe cache que le système américain se rétracte de plus en plus dans l'ensemble du monde. Et pour cacher qu'il se rétracte,
il va peser de plus en plus sur ses protectorats initiaux, donc l'Europe notamment, qui reste ses bases ultimes de puissance. Ainsi, l'OTAN n'est pas là pour protéger l'Europe occidentale, mais plutôt pour la contrôler. Nous passons désormais au chapitre suivant, donc nous allons très rapidement voir le chapitre 6 et le chapitre 7 qui ne sont pas les plus importants du livre. Donc tout d'abord le chapitre 6 intitulé « En Grande-Bretagne vers la nation zéro ». Il est nécessaire de rappeler que la Grande-Bretagne a été le premier pays d'Europe à envoyer des chars Challenger et des missiles à longue portée, ainsi que des munitions en uranium appauvri, même si certes c'était en quantité insignifiante. Donc le but c'était de donner l'exemple aux Français et aux Allemands. Le Royaume-Uni, c'est aussi comme les États-Unis, un pays qui forme peu d'ingénieurs, donc 8,9% des étudiants contre 23,4% en Russie. Ce pays est lui aussi touché par un état religieux zéro, et c'est ce qui explique sa volonté d'entrer en guerre. Selon l'auteur, le Brexit n'a pas manifesté un retour de la nation, mais est un résultat de sa décomposition. Ce sont les personnes âgées qui exprimaient leur nostalgie et les électeurs populaires, eux, exprimaient leur anomie. Quant aux oligarques de la presse, ils avaient une préférence pour l'américanosphère. Et donc si en 2014, l'Ukraine a rejeté la Russie, en 2016, l'Angleterre a, elle, choisi les États-Unis. Et ainsi, l'Angleterre soutient l'indépendance de l'Ukraine au moment où elle perd la sienne. Tout cela révélait qu'en Angleterre, il y avait un sentiment d'anxiété. Et donc, il y avait un besoin de bouc émissaire. Et donc, selon l'auteur, la Russie s'était en un sens auto-désignée comme bouc émissaire. Et cela est très ironique. En effet, je cite l'auteur, « À la veille de la guerre, la partie ouest de Londres, c'est-à-dire la partie où les Russes avaient acheté sans compter, était surnommée Londongrad. L'achat du club de football Chelsea par Roman Abramovich symbolisait presque à lui tout seul le statut nouveau de nation inerte, éteinte ou prostituée du Royaume-Uni. » L'auteur conclut ce chapitre en écrivant que le protestantisme zéro, davantage ou plutôt moins qu'une nation inerte, définit une nation zéro. Et c'est ce qui, malheureusement, semble être le cas du Royaume-Uni. Nous passons désormais très rapidement là aussi au chapitre 7, intitulé « La Scandinavie du féminisme au bellicisme ». L'auteur explique que la guerre d'Ukraine aura été l'apparition d'un pôle belliciste protestant en Europe du Nord. Cette guerre a montré que la Norvège est un agent militaire actif des États-Unis en Europe, le Danemark sans doute plus encastré encore dans le dispositif américain, et la Finlande et la Suède, pour leur part, ont rejoint l'OTAN avec un sentiment d'urgence. Ce bellicisme viendrait, selon l'auteur, d'une dynamique sociale et interne à ces nations. Là aussi, la crise est de type religieux et culturel dans ces pays. L'état zéro de leur religion qui atteint ces pays d'Europe du Nord a généré une anxiété d'origine nationale et par conséquent internationale dans de petits pays malgré une économie qui n'est pas trop mal en point. Et cela explique peut-être, selon l'auteur, un besoin de sécurité que satisfait l'entrée dans l'OTAN pour conjurer une menace extérieure, là aussi inexistante. Et c'est bien au sein de sociétés scandinaves qui ne savent plus trop ce qu'elles font dans l'histoire, selon l'auteur, que monte le sentiment d'un danger. Pour que la Suède et la Finlande expriment d'adhérer à l'OTAN, ce n'est pas en raison d'un besoin d'être protégés contre les Russes, mais c'est à l'état brut un besoin d'appartenance. Nous passons désormais au chapitre 8, intitulé « La vraie nature de l'Amérique, oligarchie et nihilisme ». L'auteur commence ce chapitre en écrivant que les États-Unis
sont le foyer de la crise mondiale. Il parle de trou noir américain. En effet, selon l'auteur, le vrai problème auquel le monde est aujourd'hui confronté, ce n'est pas la volonté de puissance russe qui est très limitée, mais la décadence de son centre américain, elle, sans limite. Les États-Unis sont donc eux aussi touchés par l'état zéro de la religion, et cela va induire dans ce pays le nihilisme et même pire, le déni de réalité. Donc, je cite l'auteur. Dans l'Amérique actuelle, j'observe au plan de la pensée et des idées un dangereux état de vide, avec comme obsession résiduelle l'argent et le pouvoir. Ceux-ci ne sauraient être des buts en eux-mêmes, des valeurs. Ce vide induit une propension à l'autodestruction, au militarisme, à une négativité endémique, en somme, au nihilisme. Un dernier élément essentiel m'a fait adopter ce concept, le refus de la réalité. Pour étayer son propos sur le fait que la religion nihiliste est présente aux États-Unis, l'auteur va parler du transsexualisme. Donc, je cite. Les faits sont simples et je conclurai rapidement. La génétique nous dit que l'on ne peut pas transformer un homme chromosome XY en femme chromosome XX et réciproquement. Prétendre le faire, c'est affirmer le faux, un acte intellectuel typiquement nihiliste. Si ce besoin d'affirmer le faux, de lui rendre un culte et de l'imposer comme la vérité de la société prédomine dans une catégorie sociale, donc plutôt les classes moyennes voire supérieures et ses médias, nous avons affaire à une religion nihiliste. Pour moi, chercheur, je le redis, juger n'est pas mon affaire, mais il m'appartient de donner des faits, une interprétation sociologique correcte. En plus de cet état zéro de la religion, la société américaine est en déclin. La preuve tout d'abord par l'espérance de vie et la mortalité infantile. Seul parmi les pays avancés, l'Amérique, c'est l'expérience d'une baisse globale de l'espérance de vie, de 78,8 ans en 2014 à 76,3 ans en 2021. Le taux de mortalité infantile indique un retard de l'Amérique plus accentué encore. Il était, selon l'UNICEF, de 5,4 pour 1000 naissances vivantes aux États-Unis, contre 4,4 en Russie, 3,5 en France, 3,1 en Allemagne, 2,1 en Suède et 1,8 au Japon. À cela s'ajoute un déclin intellectuel à tous les niveaux. Une étude récente a fait apparaître, selon l'auteur, qu'entre 2006 et 2018, le quotient intellectuel a également chuté dans l'ensemble de la population américaine. Plus rapidement toutefois chez ceux qui n'avaient pas suivi d'études supérieures. En parlant d'études supérieures, l'auteur rappelle que, comme dans l'ensemble du monde avancé, l'éducation supérieure a miné le sentiment démocratique. Il rappelle que si 20 à 25% d'une génération a fait des études supérieures, l'idée lui vient qu'il détienne une supériorité intrinsèque. Dès lors, au rêve d'égalité succède une légitimation de l'inégalité. Dès lors, le développement de l'éducation supérieure restratifie la population. Il fait s'éteindre l'éthos égalitaire que l'alphabétisation de masse avait répandu. Et au-delà, tout sentiment d'appartenance à une collectivité. L'auteur ajoute ensuite qu'aux inégalités de richesse s'ajoute le fait que leur accroissement a désagrégé la classe moyenne. Je cite, « La liquidation de la classe ouvrière par la globalisation a donc causé le dépérissement des classes moyennes. Ne subsiste plus qu'une classe moyenne supérieure, 10% de la population peut être accrochée à l'oligarchie des 0,1% supérieurs et qui s'efforce de ne pas dégringoler. Ces 10% avec les 0,1% se moquent des difficultés qu'affrontent 90% de leurs concitoyens. Nous assistons donc, selon l'auteur, au stade ultime du pourrissement de la démocratie américaine. Il y a la fin du système
méritocratique et le renfermement sur elle-même des classes supérieures. Cela induit donc le passage au stade oligarchique. Ce pays est aussi celui qui détient le plus fort taux d'incarcération au monde. Enfin, c'est la patrie de l'obésité. Le nombre d'habitants en surpoids est passé de 2017 à 2020 de 30,5% à 41,9% de la population. L'obésité est un marqueur important selon l'auteur. Je cite, on peut donc utiliser le taux d'obésité comme un indicateur du contrôle que les individus parviennent à exercer sur eux-mêmes. Le taux américain trahit une déficience du surmoi à l'échelle de la société tout entière. Nous passons maintenant au chapitre 9, intitulé « Dégonfler l'économie américaine ». L'auteur rappelle tout d'abord une évidence. L'économie américaine reste encore la première économie mondiale. Il parle ensuite des points forts des États-Unis au niveau économique. Nous pensons tout d'abord bien évidemment aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont les entreprises les plus importantes au niveau occidental sur Internet. Et ces entreprises ont renforcé l'emprise des États-Unis sur leurs alliés. Mais les États-Unis ont aussi un très gros point fort au niveau du gaz, donc le gaz naturel liquéfié, notamment. Donc, ce pays est désormais le deuxième exportateur mondial après la Russie. Les points forts de l'économie américaine sont donc, selon l'auteur, situés aux deux pôles du spectre des activités humaines. Donc, d'un côté, les lignes de code informatique qui tendent vers l'abstraction, et de l'autre, l'énergie qui est une matière première. Le problème est que les difficultés économiques américaines remplissent le reste du spectre économique, donc la fabrication des objets, c'est-à-dire l'industrie. Et la guerre en Ukraine a mis en évidence la faiblesse industrielle des États-Unis. Selon l'auteur, cette déficience de l'industrie est prouvée par une très banale incapacité à produire suffisamment d'obus de 155 à la norme de l'OTAN. L'auteur en parlait un peu plus tôt dans ce livre, même beaucoup plus tôt au début du livre. Il disait que, à la veille de l'invasion de l'Ukraine, la Russie, en incluant la Biélorussie, ces deux pays ne pesaient que 3,3% du PIB de l'Occident. Mais se pose la question, comment ces 3,3% ont-ils pu tenir et produire plus d'armes que l'adversaire ? La raison est simple, l'économie américaine est principalement une économie du secteur tertiaire. La globalisation orchestrée par l'Amérique elle-même a, selon l'auteur, sapé son hégémonie industrielle. En 1928, la production industrielle américaine représentait 44,8% de celle du monde. Et en 2019, cela représentait que 16,8%. Alors que la Chine, de son côté, en 2020, atteignait 28,7% de la production mondiale. Et la Russie, quant à elle, tourne autour de 1%. L'auteur va alors indiquer que le produit intérieur brut, le PIB des États-Unis, est surévalué par rapport à la réelle capacité de production des États-Unis. Il va donc proposer un autre moyen de calculer le pouvoir économique des États-Unis. Il va proposer le PIR, le produit intérieur réel ou réaliste. Avec un calcul que je ne détaillerai pas ici, l'auteur rappelle que le PIB américain est de 76 000 $ par tête en 2022 et le PIR, lui, est de 39 520 $ par tête. Donc c'est quasiment divisé par deux. Et cela est légèrement inférieur au PIB des pays d'Europe occidentale. Et l'ordre des richesses avec ce PIR coïncide désormais avec celui des performances en matière de mortalité infantile des États-Unis. Et donc cela se tient comme raisonnement selon l'auteur. Comme les États-Unis ne produisent plus suffisamment ce qu'ils consomment, ils doivent importer des produits.
et cela explique leur balance commerciale qui est en fort déséquilibre. L'auteur indique que le déficit commercial à l'état brut a augmenté de 173% entre 2000 et 2022. Déflaté de l'indice des prix, il a augmenté de 60%. L'Amérique vit donc sous perfusion d'importations qui ne sont pas couvertes par des exportations, mais par l'émission de dollars. Les États-Unis financent leur déficit commercial en émettant des bons du trésor. Mais ils ne peuvent le faire que parce que le dollar est la monnaie de réserve du monde. Donc c'est un point fort le dollar, mais ce sera aussi un point faible, nous le verrons dans quelques instants. Précisons avant qu'en plus d'importer des produits de consommation, les États-Unis doivent également importer des scientifiques étrangers pour compenser leur carence en travailleurs scientifiques et techniques. Selon l'auteur, en 2000, les natifs de l'étranger constituaient 16,5% de cette catégorie de travailleurs scientifiques et techniques. En 2019, la proportion est montée à 23,1%, soit 2,5 millions de travailleurs importés. Et cela vient compenser un effondrement éducatif des États-Unis. Venons-en maintenant à la raison qui fait que le dollar est un point faible aux États-Unis. Donc, l'auteur rappelle que l'Amérique produit la monnaie du monde, le dollar, et la capacité qu'elle en a de tirer des richesses monétaires du néant la paralyse. Ça entrave son économie. En effet, produire une monnaie a un coût minimal, voire nul. Et par conséquent, cela est peu attirant pour toutes les autres activités que la création monétaire. Aux États-Unis, il est plus facile de produire de la monnaie que des biens. Donc cela explique leur préférence pour exporter des bons du trésor plutôt que pour créer des biens. Et cela explique aussi pourquoi est-ce qu'ils doivent importer des ingénieurs et des travailleurs scientifiques. Car aux États-Unis, en raison de cette attirance et de préférence de la création monétaire, les étudiants font plus des études de droit, de finance ou de commerce parce qu'elles se rapprochent, selon l'auteur, des fontaines sacrées d'où jaillit le dollar. Ces études, en général, conduisent à des emplois qui sont mieux payés que d'être scientifique aux États-Unis. Ainsi, aux États-Unis, parmi les étudiants américains, seulement 7,2% suivent des études d'ingénieur. L'auteur parle d'une fuite sociale interne des cerveaux vers le droit, la finance et les écoles de commerce. En raison de tout ce que nous avons vu précédemment, l'économie américaine est donc en danger, mais aussi et surtout sa puissance militaire. L'auteur rappelle qu'une armée moderne tient par ses capacités techniques et celles-ci ne se réduisent pas à son corps du génie. La majorité des officiers dans l'aviation et la marine sont en fait des ingénieurs. Ainsi, le fait que les États-Unis soient incapables d'en former en grand nombre, selon l'auteur, cela sème le doute sur ce que serait le réel potentiel de l'armée américaine en cas de conflit majeur. La fuite des cerveaux vers les écoles de droit et de commerce menace donc la puissance militaire américaine. Nous passons désormais au chapitre 10 intitulé « La bande de Washington ». Aux États-Unis, l'élite n'est plus WASP, donc c'est White Anglo-Saxon Protestant. L'avenir des classes dirigeantes aux États-Unis se lie dans les universités. Et si les Blancs forment encore 61% de la population américaine, ils ne représentent plus que 46% des étudiants au sein des 3 grandes universités américaines. Cela fait notamment apparaître une seule représentation spectaculaire, celle des Asiatiques. Ils ne sont que 6% de la population aux États-Unis, mais 28% des élèves des grandes universités. Selon l'auteur, cela est causé par l'état zéro de la religion protestante aux États-Unis.
et la surreprésentation des Asiatiques à l'université ne résulte pas d'un racisme inversé, mais de leur dynamisme éducatif supérieur. Mais la population WASP n'est pas la seule touchée par ce déclin dans l'élite, il y a également la population juive. L'auteur parle de l'article The Vanishing daté du 1er mars 2023, signé Jacob Savage, qui est plutôt catastrophique. L'auteur constate que dans le monde universitaire à Hollywood, à Washington et même à New York, là où la population juive avait réussi à s'imposer, leur influence est en net recul. Harvard est par exemple passé de 25% de juifs dans les années 90 et 2000 à moins de 10% aujourd'hui. L'explication de l'auteur est que les juifs américains se sont finalement tellement bien assimilés qu'ils ont été aspirés par le déclin religieux et intellectuel américain. Leur assimilation est mesurable quand on regarde le taux de mariage mixte. Entre 2000 et 2020, l'exogamie ethno-religieuse était de 61%. L'auteur parle donc du fait qu'il est possible de concevoir également aux États-Unis un judaïsme zéro. L'élite américaine actuelle, à la différence des années 1945 et 1965, n'est plus une élite homogène, cohérente, qui était liée notamment par la religion et qui soumettait le reste de la population à une morale commune et acceptait le service militaire. Selon l'auteur, aujourd'hui, le village de Washington n'est plus qu'une collection d'individus tout à fait dénués de morale commune. Un professeur de Harvard, Stephen Walt, décrivait le blob pour désigner le microcosme chargé de la politique étrangère aux États-Unis. Donc le blob, c'est un organisme unicellulaire d'aspect visqueux qui est retrouvable en forêt. Et donc, selon Stephen Walt, plus le gouvernement américain est occupé à l'extérieur, et plus il y a de postes à pourvoir parmi les experts en politique internationale, et plus la part de richesse nationale consacrée à résoudre ces problèmes sera grande, et donc plus importante sera alors l'influence potentielle du blob, de ce microcosme aux États-Unis. D'où une proportion de cette élite à gonfler les menaces et une obsession de la puissance militaire. Nous passons au dernier chapitre du livre, le chapitre 11, intitulé « Pourquoi le reste du monde a choisi la Russie ». L'auteur parle au début du livre d'un Occident qui est narcissique alors qu'il ne comprend pas qu'il est isolé internationalement. Je cite l'auteur. Il est frappant en effet de constater à quel point l'Occident, depuis le début de cette crise, aussi bien sa branche américaine que sa branche européenne, est convaincu contre toute réalité objective qu'il est toujours le centre du monde, ou, mieux encore, qu'il en représente la totalité. Russie maléfique mise à part, toutes les nations de fraîche date seraient confites dans l'admiration de ses valeurs. L'auteur poursuit un peu plus loin. Il écrit « La globalisation qu'il a déclenchée s'essouffle. Son arrogance exaspère le narcissisme occidental, l'aveuglement qui s'ensuit est devenu l'un des atouts stratégiques majeurs de la Russie. Or, l'Occident est isolé internationalement. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la carte réalisée par le groupe d'études géopolitiques le 7 mars 2022 sur la réaction des États à l'invasion de l'Ukraine. Si nous mettons de côté les 4 pays d'Amérique latine, la sphère occidentale ne rassemble que les alliés ou protectorats militaires des États-Unis. Les pays qui ont activement soutenu la Russie forment un bloc assez peu recommandable, certes sur le plan démocratique, mais sont nombreux. Cela comprend la Syrie, la Birmanie, la Corée du Nord, le Venezuela et l'Érythrée. Mais le plus frappant dans cette carte est la masse des pays qui n'ont pas condamné. Le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, donc ça nous fait penser aux BRICS, évidemment. Et cela montre que l'Occident est bien isolé internationalement. Les sanctions de l'Occident ne représentent que 12% de la population mondiale.
La Russie, quant à elle, n'entend pas imposer au monde ses valeurs. Elle n'aurait de toute façon pas les moyens de le faire. Les sanctions économiques qu'a voulu imposer l'Occident à la Russie n'ont donc pas fonctionné, parce que l'auteur précise bien que pour fonctionner, les sanctions économiques doivent abolir la neutralité des autres belligérants et obtenir leur participation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les pays du reste du monde n'ont en majorité pas appliqué ces mesures coercitives. Le reste du monde a même soutenu la Russie dans son effort pour briser l'OTAN, en achetant son pétrole et son gaz, et en lui fournissant le matériel et les pièces détachées dont elle avait besoin pour continuer la guerre et faire marcher sans trop de mal sa société civile. Nous parlions précédemment du fait que la Russie ne voulait pas imposer ses valeurs morales au reste du monde. L'auteur va plus loin en parlant cette fois d'un soft power russe. Ce soft power ne naît pas d'une volonté de convaincre les autres pays de suivre ses valeurs morales, mais que la Russie a les mêmes valeurs morales que le reste du monde, à la différence de l'Occident qui est vu comme fou. L'auteur précise que l'idéologie transgenre de l'Occident semble poser un problème au monde patrilinéaire, plus encore que l'idéologie gay. La Russie, quant à elle, sait que sa politique homophobe et anti-transgenre, loin de lui aliéner les autres pays de la planète, en séduit beaucoup, et c'est une stratégie consciente. Ce conservatisme moral explique le rapprochement intervenu entre le régime des mollahs iraniens et la Russie, alors que la Russie était l'un des plus grands ennemis traditionnels de l'Iran. L'isolement occidental est donc international et idéologique, mais il va également devenir monétaire, avec la peur des élites non occidentales vis-à-vis du dollar. En effet, selon l'auteur, le fait qu'il y ait eu des saisies illégales des avoirs russes à l'étranger a soulevé une vague de terreur parmi les classes supérieures du reste du monde. Les États-Unis et leurs vassaux ont de fait menacé dans leurs biens tous les oligarques du monde. Et cela explique pourquoi les pays comme la Chine, l'Inde et la Russie essayent de plus en plus de se passer du dollar américain. Nous passons maintenant à la conclusion du livre intitulé « Comment les États-Unis sont tombés dans le piège ukrainien » et nous parlerons également du post-scriptum du livre intitulé « Nihilisme américain, la preuve par Gaza ». Dans cette conclusion, l'auteur précise tout d'abord, et c'est un point important, que la Russie n'est certes pas un État zéro comme peut l'être l'Angleterre ou les États-Unis parce qu'elle n'est pas à ce point atteinte par la déliquescence de sa religion et de son État, mais la Russie est quand même une nation inerte. Qu'est-ce qu'une nation inerte ? C'est une nation qui n'a pas de sentiment collectif puissant, qui n'est pas animée par un sentiment collectif puissant, qui permet de restaurer ou qui veut restaurer la grandeur du pays par des prouesses économiques, par la guerre ou tout autre projet qui unirait les citoyens dans un fervent effort commun. Je cite: « J'ajoute ici que la Russie, malgré l'idéal souverainiste qui anime sa classe dirigeante, malgré sa capacité à rebondir économiquement et technologiquement, n'est pas nationaliste au sens classique. Elle est aussi une nation inerte. Et c'est pourquoi Poutine veut par-dessus tout la préserver d'un engagement total dans la guerre. Il l'a mobilisée lentement parce que les Russes aussi, même s'ils restent plus que les Français attachés à leur nation, sont des individus post-modernes qui pensent d'abord à leur plaisir et à leur peine. Ils sont toutefois à l'abri de la forme extrême qu'a prise la post-modernité, le nihilisme. Dès lors, la Russie est certes une nation inerte, mais à la différence des États-Unis et de l'Occident en général, c'est une nation stable.
Elle est aussi stable parce qu'elle n'est pas touchée par le nihilisme comme nous l'avons vu précédemment, par le nihilisme occidental. Et ce nihilisme, c'est ce qui va causer la chute de l'Occident. L'auteur va montrer dans cette conclusion que les États-Unis étaient en déclin depuis bien plus longtemps que ce que nous pensions à la base. Il disait en effet que la période qui s'était écoulée depuis la chute du mur de Berlin n'avait pas été comprise. Nous pensions que la chute de l'URSS découlait d'une victoire américaine. Mais en fait, au moment où cette chute de l'URSS se présentait, les États-Unis étaient eux-mêmes en déclin depuis 25 ans. L'auteur précise, et c'est une différence par rapport à ce qu'il avait écrit dans son livre « La chute finale », il dit que le communisme avait implosé pour des raisons internes, donc ce n'était pas uniquement à cause de la mortalité infantile, mais c'était là, selon l'auteur dans ce livre actuel, la raison était la stratification éducative qui avait fait voler en éclats un système déjà fragilisé par des contradictions économiques. L'auteur va poursuivre en apportant une vision historique, on va dire à moyen terme. Selon lui, cette guerre d'Ukraine actuelle ne fait que clore un cycle ouvert en 1990. Donc, je cite, « La guerre d'Ukraine clôt le cycle ouvert en 1990. La vague expansionniste qui continue de vider le centre de l'Amérique de sa substance et de son énergie est venue se briser contre la Russie, nation inerte mais stable. » L'auteur parle ensuite des différentes phases qui se sont succédées depuis la chute du mur. Tout d'abord, la phase numéro 1. Dans les années qui ont suivi la chute de l'URSS, les États-Unis ont accepté la perspective d'une paix générale. La fraction du PIB que ce pays consacrait à ses dépenses militaires tombe en 1990 et 1999 de 5,3% du PIB à 3,1% du PIB. À cette époque, les États-Unis ne nourrissent pas de projet de domination mondiale. Et ensuite, la deuxième phase, entre les années 1999 et 2010, la fraction du PIB consacrée aux dépenses militaires remonte pour atteindre 4,9% en 2010. Les États-Unis se mettent à rêver d'une emprise absolue sur le monde, mais les échecs en Irak et en Afghanistan se succèdent. Et ensuite, la troisième phase, la phase de repli, à partir de 2008, année de la crise des subprimes. En 2017, les dépenses militaires reviennent à 3,3%. La quatrième phase est la dernière, que l'auteur appelle la sortie du réel. Ici, les dépenses militaires augmentent, mais de manière insignifiante. 3,7% du PIB en 2020, 3,4% en 2021. Les États-Unis avaient renoncé à l'expansion et ne voulaient pas d'un affrontement avec la Russie. Mais le rêve nihiliste des nationalistes ukrainiens, qui est un produit différé de la décomposition de l'Union soviétique, les a appâtés. Je cite l'auteur, « Les éphémères succès militaires du nationalisme ukrainien ont lancé les États-Unis dans une surenchère d'où ils ne peuvent sortir sous peine de subir une défaite, non plus simplement locale mais globale, militaire, économique et idéologique. La défaite maintenant, ce serait le rapprochement germano-russe, la dédollarisation du monde, la fin des importations payées par la planche à billets collective interne, engendrant une grande pauvreté. » L'auteur fait alors une prévision. Il dit qu'il est personnellement convaincu que les efforts des États-Unis pour séparer l'Allemagne de la Russie, qui est leur obsession stratégique depuis 1990, finiront par échouer. L'auteur fait référence au livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, écrit en 1997, qui explique que, à la chute du communisme, un problème stratégique se posait à Washington, car leur présence américaine sur le continent européen ou en Asie ne se justifiait plus. Pour les stratèges de Washington, l'alliance qui était faisable et possible entre les Allemands et la Russie faisait figure de cauchemar absolu. Ce rapprochement sera possible selon l'auteur, donc là je reviens au livre, car sur la carte de l'Europe, deux forces majeures sautent aux yeux, l'Allemagne et la Russie.
Leur commune fécondité de 1,5 enfants par femme les apaise et les rapproche. Elles ne peuvent plus se faire la guerre, ces nations. Leur spécialisation économique les désigne comme complémentaires. Et l'auteur dit bien, tôt ou tard, elles collaboreront. Et il précise ensuite que la défaite américano-ukrainienne ouvrira la voie à leur rapprochement. L'auteur prend toutefois des précautions en raison de l'état nihiliste des élites américaines. Il dit à la fin de sa conclusion, je cite, « L'état sociologique zéro de l'Amérique nous interdit toutefois toute prédiction raisonnable quant aux décisions ultimes que prendront ses dirigeants. Gardons à l'esprit que le nihilisme rend tout, absolument tout, possible. » Après cette conclusion, l'auteur a rajouté un post-script en raison de ce qui s'est passé à Gaza. Et pour lui, ça va confirmer son point de vue sur l'état nihiliste des États-Unis. Il dit bien qu'après le 7 octobre 2023, les Américains ont immédiatement pesé en faveur d'une aggravation du conflit, en envoyant dans les jours qui suivirent des porte-avions en Méditerranée orientale. Cela ne correspondait à aucune nécessité militaire, selon l'auteur. Il précise bien que qui peut croire à une attaque iranienne? Israël possède l'arme nucléaire, l'Iran, non. Ensuite, le 27 octobre 2023, les États-Unis ont refusé de voter la résolution visant à instaurer une trêve humanitaire immédiate et durable, qui avait été proposée par la Jordanie. Selon l'auteur, le vote américain contre la trêve est nihiliste, car il rejette la morale commune de l'humanité. En effet, 120 nations avaient voté pour, 45 s'abstenaient et seulement 14 avaient voté contre. En faisant cela, les États-Unis décident en pleine guerre d'Ukraine de s'aliéner immédiatement et durablement le monde musulman. L'auteur dit bien que selon lui, le concept nihiliste que portent les États-Unis, ça permet d'aller plus loin dans l'interprétation et leur engagement irréfléchi et sans nuance du côté d'Israël. Selon lui, c'est un symptôme suicidaire. Il poursuit en disant que cette posture belliciste des États-Unis a donné à la Russie, qui pourtant était en guerre, la possibilité d'apparaître comme une force de paix. Pour le monde arabe, la Russie devient désormais le seul bouclier possible contre la violence renouvelée des États-Unis. Pour clôturer définitivement ce livre, l'auteur dit que, en raison de leur nihilisme et de leur irrationalité, les États-Unis seront difficiles à cerner dans les années qui vont venir. Je cite, « Si nous voulons anticiper les choix stratégiques de l'Amérique, nous devons donc de toute urgence abandonner l'axiome de rationalité. Les États-Unis ne sont pas à la recherche de gains en évaluant des coûts. Dans le village de Washington, au pays des fusillades de masse, à l'heure de la religion zéro, la pulsion première est un besoin de violence. » La fiche de lecture est désormais terminée. Le livre est intéressant car à la différence de ce qu'on a pu entendre dès le début de cette guerre dans les médias occidentaux, l'auteur, lui, va démontrer la défaite de l'Occident. Et cette défaite qui était en germe depuis 20 ans, 30 ans. Et ça va à contre-courant de ce qu'on a pu entendre dans les médias, de ce qui était annoncé. On avait un ministre de l'économie qui nous disait qu'on allait mettre la Russie à genoux. Nous constatons toutefois que la Russie est toujours là, toujours en guerre, et qu'elle commence à prendre le dessus sérieusement. En effet, elle produit énormément d'armements, et l'Ukraine a de mal à suivre. Les États-Unis ont du mal à suivre la cadence et à produire suffisamment d'armes pour aider les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont aussi un problème d'hommes, mais les Russes également ont perdu beaucoup d'hommes. Donc le chiffre est d'environ 1 million de soldats russes qui a été blessés ou tués. Donc je ne sais pas si pour l'auteur c'est beaucoup, parce qu'il disait que les Russes ne voulaient pas perdre beaucoup d'hommes. Là, le chiffre de 1 million semble quand même assez important. Donc sur ce point, on ne donnerait pas, on va dire, raison à l'auteur. Pour le reste, l'auteur, on ne peut pas forcément contester ce qu'il a écrit. Les Russes tiennent bon. Et arrive à tenir la cadence, comme on l'a dit, avec la production d'armes. Concernant la menace directe militaire que pourrait représenter la Russie face à l'Europe et notamment la France, un article de France Info du 11 juillet 2025
donne raison à l'auteur. Donc, parce que le chef d'état-major de l'armée française dit bien que la France, qui est une puissance nucléaire protégée par sa dissuasion, n'est pas menacée de se faire attaquer directement et lourdement sur le territoire national. Toutefois, le chef d'état-major dit que la Russie a d'autres options et nous pensons notamment aux actions hybrides, la désinformation, les cyberattaques ou l'espionnage. Le chef d'état-major a également indiqué que l'objectif de Poutine était d'affaiblir l'Europe et de démanteler l'OTAN. L'auteur a précisé dans ce livre que, certes, c'était un objectif de la Russie et surtout, son objectif était de faire une alliance avec l'Allemagne, ce que les Américains ne veulent pas faire, ne souhaitent pas faire. C'est d'ailleurs là-dessus que j'aimerais conclure, c'est que d'un côté, l'auteur dit que la hantise des États-Unis, ce serait le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, mais de l'autre, et il dit que à la fin de cette guerre, il pense que cela arrivera, tout en précisant que les États-Unis, étant dans une phase nihiliste et de religion zéro, ne laisseraient pas faire. Nous verrons donc bien à l'avenir ce qu'il se passera, parce que dire que les Américains ne veulent surtout pas que quelque chose se passe, qu'ils sont très violents, mais qu'en même temps cela arrivera quand même, cela induit que l'avenir au niveau international sera sûrement très conflictuel. Nous verrons également ce qu'il se passera dans le conflit israélo-palestinien, comment les Américains régleront ou pas le conflit, est-ce qu'ils mettront de l'huile sur le feu, tout cela, nous le verrons dans le futur et nous verrons si l'auteur a eu raison ou non. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est que j'ai dit dans cette vidéo que ce livre concluait une trilogie. Est-ce qu'il y aura peut-être une suite dans les prochaines années? Parce que l'histoire donc ne s'arrête jamais, hein, c'est toujours en évolution. Est-ce que dans les prochaines années, on assistera à une Russie qui atteindra également un stade religieux zéro? Est-ce que les pays musulmans aussi seront touchés par un islam en état zéro? Est-ce que Israël sera également atteint d'un judaïsme zéro comme ça a été mentionné aux États-Unis, il y aurait un judaïsme zéro. Est-ce que Israël sera également touché? Quel sera l'état du monde au niveau international si tous les pays sont touchés par le stade zéro? Est-ce que l'Occident, on va dire l'Europe, les États-Unis qui sont entre guillemets en avance dans une sorte de décadence de la religion, reviendront dans une nouvelle religion ou y aura-t-il un nouvel essor de la religion? Tout cela sera très intéressant à analyser. Les rapports de force évolueront sûrement à l'avenir. Est-ce que la Chine aussi, on va dire, dans quel état sera la Chine? Ça, c'est la grande question. Les articles actuels montrent que la Chine a un taux d'obésité qui explose, donc selon l'auteur, c'était aussi un signe, on va dire, de difficulté de contrôle de soi et d'état moral zéro du pays. Est-ce que la Chine va également s'effondrer d'un point de vue moral? Et qu'est-ce que cela entraînera à l'avenir? Donc, c'est pour ça que j'attends avec impatience un éventuel livre dans les prochaines années de cet auteur pour qu'il fasse une nouvelle analyse de la situation internationale et de chaque bloc, on va dire, entre l'Occident, la Russie, la Chine, l'Inde. Est-ce que par exemple les BRICS vont monter encore en puissance et menacer les États-Unis? Est-ce qu'à l'inverse, ils vont s'effondrer et nous assisterons à une nouvelle hégémonie américaine? Tout cela, j'aimerais bien le savoir à l'avenir, ou en tout cas, j'attends l'analyse de cet auteur. La vidéo de cette fiche de lecture est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de résumé de livres.